Il y a pour toute la République une Cour de cassation. Cette disposition, prévue par le Code de l'organisation judiciaire, n'oublie pas le milieu des affaires, puisque parmi les 6 chambres qui composent la Cour de cassation figure la chambre commerciale, financière et économique. Chambre qui, comme l'intégralité de la Cour de cassation, a notamment pour mission d'unifier l'interprétation des lois et de vérifier leur bonne application. Et parmi ces différentes attributions figure le droit de la concurrence, droit qui tient une place particulière puisqu'il suppose de jongler entre différentes compétences, tout en gardant à l'esprit que, pour reprendre les mots de son président, derrière chaque affaire de concurrence, il y a des entreprises, des emplois, des projets. Afin de nous éclairer sur le rôle de la Chambre commerciale dans l'application des droits de la concurrence, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, et Irène Luc, première avocate générale de cette même chambre. Vincent Vigneault, Irène Luc, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous accueillir dans les locaux de la Cour de cassation. Le droit de la concurrence est souvent perçu comme technique, voire complexe, et on peut presque parler de plusieurs droits de la concurrence. Comment la Chambre commerciale s'y prend-elle pour jongler entre ces différentes spécificités et pour assurer son rôle de clarification et d'interprétation? Le droit de la concurrence, c'est un droit pluriel. Il se compose de plusieurs éléments. On a le droit des pratiques anticoncurrentielles qui sont issues du droit de l'Union, qui ont été transposées dans le droit national. C'est un droit qui est appliqué essentiellement par l'autorité de la concurrence et la Cour d'appel de Paris. Il y a également le droit des pratiques restrictives de concurrence, qui lui est un droit purement national et il est exercé par des juridictions spécialisées. Enfin, nous avons le droit de la concurrence déloyale qui, lui, est issu du droit commun et s'applique devant toutes les juridictions. Ces 3 régimes distincts poursuivent, on le sait, en réalité, un objectif commun. C'est que les opérateurs économiques participent loyalement au bon fonctionnement des marchés. Mais la frontière entre ces différentes notions peut être fine et la tentation forte de les confondre. C'est précisément le rôle que s'assigne la Chambre commerciale, c'est veiller à la rigueur des qualifications, de rappeler l'autonomie de chacun de ces régimes et de préserver la cohérence d'ensemble. La clarté du droit passe par la rigueur des qualifications. Et c'est là le cœur du rôle du juge de cassation, c'est de maintenir chaque régime dans sa logique propre, de tracer des frontières avec précision, d'en articuler les exigences avec méthode, alors non pas par goût de l'abstraction, mais parce que la sécurité juridique, dont les opérateurs économiques ont absolument besoin, en dépend. Et dans la continuité de ce que vous venez de décrire, et en tenant compte du fait que le droit de la concurrence est un droit dit économique, quel rôle tient le parquet général dans le fonctionnement de cette chambre commerciale? Le parquet général a un rôle bien spécifique à la Cour de cassation. Il est défini dans le Code de l'organisation judiciaire, puisqu'il est stipulé qu'il rend des avis dans l'intérêt de la loi et pour le bien commun. Il faut préciser cela, me semble-t-il, parce que le rôle du parquet général de la Cour de cassation est souvent méconnu. Je dirais même au sein des juristes. Le parquet général a un nom impropre finalement. Il ne correspond à aucune des caractéristiques d'un parquet, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de l'action publique et il n'est pas hiérarchisé. Les membres du parquet général rendent des avis en toute indépendance, en toute autonomie et ne dépendent pas du pouvoir hiérarchique du procureur général de la Cour de cassation ou du ministre de la Justice. C'est bon de le rappeler, ce sont des experts indépendants qui donnent un avis autonome sur les pourvois. En ce qui concerne la Chambre commerciale, il y a 7 avocats généraux qui interviennent dans la Chambre commerciale et une avocate, première avocate générale. Tous sont des magistrats hautement qualifiés, tous ont eu, à des degrés divers, des fonctions dans les juridictions commerciales, que ce soit auprès de parquets financiers, que ce soit dans les chambres spécialisées de la Cour d'appel de Paris, que ce soit au sein d'autorités de régulation comme l'autorité des marchés financiers ou l'autorité de la concurrence, que ce soit même des professeurs, puisque nous avons au nombre de nos avocats généraux une ancienne professeure spécialisée dans les procédures collectives. Donc une fois que j'ai précisé qui étaient les avocats généraux de la Chambre commerciale, que font-ils? Eh bien, ils rendent des avis, c'est leur fonction principale. Ils rendent des avis dans toutes les affaires qui sont jugées les plus importantes par la Chambre elle-même, puisque ce sont des affaires qui sont orientées dans ce que l'on appelle la formation de section, qui réunit tous les magistrats qui composent la section. Donc ils rendent des avis dans ces affaires, mais ils rendent également des avis à chaque fois qu'une question prioritaire de constitutionnalité enfin la transmission est demandée, et à chaque fois qu'une juridiction demande un avis à la Cour de cassation. Ils rendent également parfois des avis sur les dossiers qui sont orientés en formation restreinte, lorsqu'ils estiment
que ces affaires nécessitent effectivement un avis spécial, nonobstant leur orientation en formation restreinte qui, a priori, semblerait induire qu'ils posent moins de difficultés juridiques. Il est de bonne politique, me semble-t-il, que de rendre des avis dans certaines de ces affaires en formation restreinte. Il peut arriver, ce faisant, que l'avocat général préconise un revirement de jurisprudence de la Chambre. Il peut arriver que l'avocat général mette le doigt sur des contrariétés entre la jurisprudence de plusieurs chambres. Il peut arriver également, et c'est arrivé relativement récemment, que l'avocat général appelle l'attention de la Chambre sur peut-être des modifications législatives à intervenir, puisque la Cour de cassation fait des propositions législatives à la chancellerie. Donc il y a effectivement, quand on identifie une lacune dans la loi, on peut essayer d'y remédier en faisant des propositions législatives. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que l'avocat général intervient à l'oral durant l'audience pour l'examen justement des affaires qui sont orientées en formation de section, ou bien lorsque il y a du public. Alors bien évidemment, l'avocat général n'assiste pas au délibéré, et donc on peut dire que sa fonction se rapproche beaucoup de celle de rapporteur public du Conseil d'État. Enfin, lui, il assiste au délibéré, mais il n'y prend pas part, mais sa fonction ressemble beaucoup à celle de rapporteur public ou à celle d'avocat général de la Cour de justice. Ce qui est important aussi, en ce qui concerne l'avocat général, c'est qu'il constitue en quelque sorte une fenêtre sur la société civile. Comme il ne participe pas au délibéré, comme il n'est pas un juge du siège, il a une certaine liberté pour être à l'écoute, je dirais, de la société civile ou de l'écosystème économique de manière générale, donc pour être à l'écoute du monde académique, des avocats, des autorités administratives, des administrations, et pour faire remonter aussi au siège certaines difficultés que la réception des arrêts de la Chambre peuvent provoquer. Enfin, il peut y avoir des réactions. Et c'est aussi notre rôle, me semble-t-il, que de nous en faire l'écho, de nous ouvrir sur cette société civile. Et alors, là, je dirais que l'instrument privilégié qu'utilise l'avocat général pour cela, c'est de lancer des consultations extérieures sur des points techniques. Il demande l'éclairage d'entités extérieures, qui sont souvent d'ailleurs des entités qui rassemblent en leur sein plusieurs corps de métier, des représentants des avocats, enfin des financiers, etc., pour leur demander un éclairage particulier sur un point. Alors, il n'est bien évidemment pas question de demander à ces experts de résoudre le problème juridique qui est soumis à la Chambre, mais de donner un éclairage général. Ça peut être des points de droit comparé, mais ça peut être aussi la remontée du terrain sur comment un article de loi est appliqué par les praticiens. Et donc, ça permet de faire une remontée à la Chambre de ce genre de difficultés. Alors, bien évidemment, ces consultations sont annexées par l'avocat général à ses avis et sont évidemment soumis au contradictoire. Et enfin, une question peut-être un peu plus personnelle. Quel est, selon chacun d'entre vous, l'apport majeur de la Chambre commerciale à la construction du ou des droits de la concurrence ? C'est une question terrible que vous me posez là, parce que c'est que la Chambre commerciale traite environ 1300 affaires par an, un peu plus de la moitié par arrêt motivé, donc ça fait à peu près 1700 affaires, lesquelles je vais choisir. Donc c'est un choix forcément injuste et arbitraire. Deux premières, c'est les deux qui traitent la même question, c'est des arrêts du 7 janvier 2026 sur la responsabilité des plateformes. Il s'agit des arrêts dits Airbnb. La question se posait de savoir si des plateformes comme Airbnb peuvent se prévaloir du statut d'hébergeur. Vous savez que le statut d'hébergeur, c'est un statut qui a été introduit par la loi sur la confiance dans l'économie numérique en 2000 et qui prévoit un statut de responsabilité limitée ou allégée. Nous avons dit que pour bénéficier du statut protégé d'hébergeur, la plateforme doit demeurer un prestataire intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle doit se limiter à une fourniture neutre de services au moyen d'un traitement purement technique et automatique. Mais lorsque, et nous avons jugé que c'était le cas pour Airbnb, lorsque ce prestataire joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données hébergées, elle ne peut plus se prévaloir du statut d'hébergeur. Nous étions saisis de deux arrêts, de pourvoi contre deux arrêts de cour d'appel, l'un qui avait reconnu le statut de l'hébergeur et l'autre qui ne l'avait pas reconnu. Nous avons rejeté le pourvoi de l'un et cassé sur le fondement du pourvoi de l'autre. C'est aussi une façon de montrer le rôle unificateur et la mission d'harmonisation de cour régulatrice de la Cour de cassation. Elle veille à ce que les mêmes situations soient qualifiées de la même façon sur l'ensemble du territoire national. Dernier arrêt, c'est l'arrêt ITM du 7 janvier 2026, très récent. Alors cet arrêt est doublement intéressant puisqu'il répond à deux questions distinctes.
une question de procédure et une question de fond. Première question de fond, c'est une question qui paraissait tellement évidente, mais qu'on ne l'avait jamais posée frontalement à la Chambre commerciale, et la Chambre commerciale y répond de façon très nette. On a un distributeur, une enseigne de grande distribution, qui met en œuvre un plan d'action destiné à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires compensant sa perte de marge sans contrepartie. Cette société soutenait que l'absence de déséquilibre dans le rapport de force économique entre elle et ses fournisseurs, titulaires selon lui de marques incontournables, excluait toute soumission au sens de l'article L442-6-1, deuxièmement, dès lors qu'il n'y avait pas ce déséquilibre sur le marché. Et la Chambre commerciale rejette cette analyse. L'absence d'asymétrie dans les rapports économiques respectifs des parties n'exclut pas la mise en œuvre des dispositions sur le déséquilibre significatif. Autrement dit, cette notion de déséquilibre significatif, cette pratique restrictive ne suppose pas nécessairement une domination économique sur le marché. Et puis sur la procédure, l'arrêt précise la portée des pouvoirs d'enquête de la DGCCRF prévue à l'article L450-3 du Code de commerce. Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d'audition, mais tend uniquement à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention d'aveux. La Chambre commerciale ajoute une nuance. Certes, des éléments avaient été recueillis en violation de cette disposition, puisque certaines questions étaient auto-incriminantes. Pour autant, le fait qu'il y ait eu ces questions n'entraîne pas de plein droit automatiquement une nullité de la procédure. Les procès-verbaux en question ne peuvent être écartés que s'ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Ici, la Cour d'appel avait écarté en bloc tous les procès-verbaux au seul motif que des dispositions auto-incriminantes avaient été posées, sans rechercher l'existence de propos effectivement auto-incriminants dans les réponses. Autrement dit, elles pouvaient se fonder sur des réponses à des questions non auto-incriminantes et conserver ces procès-verbaux. La seule chose qu'elles ne pouvaient pas faire, c'est fonder sa décision sur des réponses à des questions auto-incriminantes. Alors cet arrêt est important parce qu'il est révélateur de l'équilibre que la Chambre commerciale s'efforce constamment de préserver, la protection des droits de la défense d'un côté, mais aussi l'efficacité des enquêtes de concurrence. L'un ne saurait absorber l'autre. Évidemment, les arrêts marquants de la Chambre commerciale en matière de droit de la concurrence sont extrêmement nombreux, mais je ne peux pas faire l'impasse sur ce qui a été quand même un véritable séisme en 1999, lorsque la Chambre commerciale a décidé que le Conseil de la concurrence devait séparer en son sein les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement. Et l'on sait que cet arrêt a eu une filiation extrêmement riche, puisque cet arrêt a influencé le Conseil d'État, et que désormais toutes les autorités administratives indépendantes investies de pouvoir de sanction fonctionnent ainsi en séparant les fonctions d'instruction des fonctions de décision. Alors pour citer, comme Vincent Vigneault, des arrêts plus récents, je citerai des arrêts relatifs à la procédure. Comme Vincent l'a rappelé également, la Chambre commerciale a à cœur de concilier des principes généraux qui peuvent parfois rentrer en opposition dans les affaires. Et je voudrais citer un arrêt où la Chambre commerciale a concilié le principe de secret des affaires avec le principe de droit à la preuve. Il s'agit d'un arrêt de février 2025 où la Chambre commerciale a énoncé qu'une entreprise pouvait se prévaloir de pièces couvertes par le secret des affaires dès lors que cette pièce lui était indispensable pour exercer son droit à la preuve, toujours dans la limite de la proportionnalité. Il ne faut pas que l'atteinte qui serait portée à la protection du secret des affaires soit démesurément excessive par rapport effectivement au droit à la preuve de la personne concernée. Donc cet arrêt me semble tout à fait frappé au coin du bon sens parce que il y a toujours une tendance de la part des parties de se prévaloir du secret des affaires pour faire échapper à toute poursuite leur entreprise. Je voulais également citer l'arrêt ITM concernant l'article L450-3 du Code de commerce, et notamment son alinéa 4 parce que c'est un arrêt qui me semble également très important en ce qu'il a le souci effectivement de concilier la nécessité de défendre l'ordre public économique et puis
les droits de la défense. Et pour terminer, je citerai alors un arrêt qui est intervenu dans un domaine qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de la réparation des préjudices. C'est un arrêt qui a été rendu en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de pratiques de parasitisme, et c'est l'affaire Cristal de Paris, où la chambre commerciale vient alléger en quelque sorte la charge probatoire de la victime de parasitisme en disant qu'elle pouvait se baser sur les avantages indus que cette pratique avait pu donner à l'auteur de la pratique de parasitisme. Donc on voit bien que la volonté de la chambre commerciale est aussi de faciliter la charge de la preuve en matière de droit de la concurrence. C'est un arrêt très encourageant en ce qui concerne la réparation des préjudices intervenus à la suite de pratiques anticoncurrentielles. Vincent Vigneault, Irène Luc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous retrouvez une version enrichie de cet entretien dans la revue L'Ami de la concurrence de novembre 2025, accessible sur notre site internet lamilinenew.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.